Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, aujourd'hui, vendredi 20 novembre 2020, nous recevons à notre 26e café numérique l'US International Development Finance Corporation, la Banque américaine de développement, DFC. Monsieur Adou Touré, conseiller en investissement dans la zone Afrique francophone, bonjour. Pour la bonne animation du café numérique de ce jour, je vais rappeler quelques règles de conduite. Seul celui qui a la parole active son micro et dès qu'il finit son intervention, il le désactive. Avant d'intervenir, vous cliquez sur l'icône main de votre ordinateur et vous attendez que je vous donne la parole. À chaque prise de parole, nous vous prions de vous présenter avant d'exprimer votre préoccupation. Monsieur Adou, on aura une présentation de 15 minutes au thème de laquelle nous allons recueillir les préoccupations des chefs d'entreprise et vous apporterez des éléments de réponse. Au nom du président de la CCIB, Monsieur Arnaud Akakbo, je vous remercie, Monsieur Adou, d'avoir accepté de participer à ce café numérique. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Merci aux différents participants qui ont bien voulu prendre de leur temps pour être avec nous ce matin. Donc, comme vous disiez en introduction, je m'appelle Adou Touré, je suis conseiller en investissement pour la DFC, la Banque de développement des États-Unis. Et je couvre à ce titre l'Afrique francophone, donc les deux zones francs, plus la Mauritanie et la RDC. Donc, pour vous faire un bref historique de la DFC, en fait, c'est une agence qui s'appelait OPIC jusqu'à il y a 2 ans. Et OPIC était en gros l'agence des États-Unis chargée de soutenir les entreprises américaines dans leurs investissements dans les pays émergents et en voie de développement, donc essentiellement en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Donc, à partir de 2018, les autorités américaines ont décidé de changer de stratégie. Il y a eu 3 changements importants. Le premier, c'est la fin de l'exigence de contenu américain dans les projets qu'ils financent, ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, cet auditoire, parce que avec ce changement, aujourd'hui, il est possible pour la DFC de prêter ou d'investir dans des entreprises qui n'ont pas d'actionnaires américains, qui n'ont pas d'équipement acheté aux États-Unis et qui ne visent pas les marchés américains d'une quelconque manière que ce soit. Donc, une entreprise béninoise qui produit, qui s'approvisionne uniquement au Bénin, qui a acheté tous ses équipements en Europe ou en Inde et qui vend tous ses produits au Bénin, dans la sous-région, peut bénéficier de notre accompagnement aujourd'hui. Ça, c'est le premier changement majeur. Le deuxième changement majeur, c'est le doublement de nos capacités d'intervention. Jusqu'à 2018, l'OPIC, comme l'agence s'appelait à l'époque, avait un bilan de 30 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, notre capacité d'intervention a été portée à 60 milliards dans l'objectif explicite d'investir beaucoup plus dans des zones dont nous avons été historiquement absents, dans l'Afrique francophone. Comme troisième changement majeur, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'investir en equity, c'est-à-dire de prendre des participations, de devenir actionnaire dans des entreprises, ce qui n'était pas explicitement le cas historiquement, pour différentes raisons. La première étant qu'un actionnaire a des obligations différentes
d'un simple prêteur. Il faut participer aux réunions du conseil d'administration. Il faut participer donc à ce titre à la formulation et au contrôle de l'exécution de la stratégie de l'entreprise. Donc aujourd'hui, nous avons vocation à faire cela. Il est vrai que cette activité est encore à l'état embryonnaire, mais nous avons cette possibilité et sur les 2, 3, 4 prochaines années, nous allons avoir un focus sur l'investissement dans tout ce qui est nouvelles technologies en Afrique, en Asie, en Amérique latine, une fois de plus. Donc aujourd'hui, pour rester sur la palette de produits, nous avons la dette. Donc la dette classique, c'est des prêts essentiellement en dollars sur des maturités relativement longues par rapport à ce que les banques locales peuvent faire. Et c'est là notre principal critère de différenciation par rapport au système financier local. Nous avons donc l'equity, les prises de participation. Nous pouvons apporter des garanties sur du project finance ou dans d'autres scénarios pour catalyser les investissements dans des zones où les investisseurs sont réticents à aller parce qu'ils ne sont pas confiants sur l'évolution de l'environnement politique. En termes de tickets d'investissement, donc de taille d'investissement moyen, nous sommes autour de 10 millions, mais la fourchette peut aller de 3 jusqu'à 100 millions de dollars. Et en termes de secteur, nous couvrons pratiquement tous les secteurs, mais nous mettons un accent particulier sur les infrastructures, l'inclusion financière, la santé, l'agro-business et des initiatives qui favorisent l'émancipation économique des femmes. Donc, en ce qui concerne l'Afrique francophone, aujourd'hui, nous avons une forte présence au Sénégal, relativement forte. Nous avons un portefeuille aujourd'hui qui avoisine les 600 millions de dollars. Donc, à peu près 1% de notre bilan est aujourd'hui investi au Sénégal, essentiellement dans l'énergie. Et moi-même, je suis basé au Sénégal. Nous avons pas mal de lignes de crédit ou de garantie auprès d'institutions financières nationales ou régionales du type Ecobank, Locafrique, dans différents pays et des autres. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Adjou, pour votre présentation. Est-ce que le cabinet Sénan est connecté pour sa présentation? Oui, bonjour, nous sommes connectés. D'accord, merci. Je vous laisse le micro. Ok, très bien. Donc, je suppose que la parole est à moi pour une petite dizaine de minutes. Alors, je vais partager un document et j'aurais besoin que vous me confirmiez si ça apparaît bien dans vos écrans respectifs. Ça, c'est le Bénin. Monsieur, c'est bon. Cabinet Ok, Sénan. Ok, donc tout le monde voit bien la présentation avec cette jolie photo de la place Goro. Bien sûr. Ok, très bien. Ok. Alors, on va essayer d'être rapide aussi pour permettre à tout un chacun de poser ses questions et ses réponses. Donc, tout d'abord, je tenais à saluer toute l'Assemblée et à remercier l'équipe de la CCIB, l'équipe de l'USDFC et ainsi que les membres du public et chefs d'entreprise qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc moi, c'est Irvin Tchétchénikbo et je suis associé gérant chez Senandé Advisory, qui est un cabinet de conseil financier basé à Cotonou et dont l'expertise concerne la création de modèles financiers, de business plans, le montage de projets et l'ingénierie financière. Donc moi-même, je suis, donc ici vous pouvez le voir, moi-même je suis béninois. Donc j'ai travaillé pendant quelques années en fait en fonds d'investissement et en banque d'affaires à Londres, à New York. Et donc, l'idée, c'est de baser un cabinet ici au Bénin pour aider les entrepreneurs et les entreprises à constituer des dossiers qui seraient solides et qui pourraient, par exemple, être présentés à des équipes telles que l'équipe d'investissement de DFC.
Donc, comme vous pouvez le voir ici, on travaille beaucoup avec les fonds d'investissement. Et un point sur lequel nous, on essaie d'attirer un peu l'attention souvent au Bénin, c'est le fait qu'il y a énormément aujourd'hui de capitaux qui sont disponibles pour investir en Afrique. Maintenant, le tout est de comprendre comment est-ce que ce capitaux il est récupéré et à quelle fin. Donc, dans le contexte d'un institutionnel tel que DFC, on parle de fonds de développement qui ont pour mandat principal, en fait, de contribuer au développement économique et social de certains espaces régionaux. Donc, on passera en fait l'impact avant même de regarder véritablement le rendement. Et donc, le rendement, c'est plus un vecteur de viabilité que l'impératif premier qui va motiver l'investissement. Dans le cas de fonds privés tels que ceux que vous pouvez voir un peu ici, ça peut être différent. Donc là, la présentation que je vais faire sera surtout concentrée sur ce qui va intéresser des fonds qui sont plus focus sur l'impact, parce que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, pour ce faire, nous, on a développé ce petit outil. Donc, ce qu'on essaie souvent de communiquer, c'est le fait que même s'il y a beaucoup d'argent qui est disponible, souvent c'est relativement difficile de se financer. Et je pense que tous les chefs d'entreprise qui sont présents ici seront d'accord avec moi sur le fait que c'est généralement assez compliqué d'obtenir des financements pour faire avancer soit son entreprise, soit ses nouveaux projets. Donc souvent, on remarque qu'il y a deux points qui sont un peu des zones d'ombre et que nous, on essaie d'éclaircir avec les gens pour les aider à trouver leur financement et à avoir une collaboration constructive avec des institutions telles que DFC, qui sont le fait que, les business plans sont souvent pas assez sophistiqués, et donc du coup, ils ne permettent pas en fait de répondre aux véritables questions que l'investisseur va se poser. Le second aspect après, c'est que souvent l'entreprise des fois n'est pas spécialement extrêmement lisible et que la proposition d'investissement n'est pas extrêmement claire. Dans le sens où la façon de réfléchir qui existe dans un fonds est très différente de la façon de réfléchir qui existe dans une entreprise. Donc, le but de cette session, en fait, c'est de voir comment penser comme un fonds pour convaincre un fonds. Donc, l'outil que vous avez en face de vous, la grille, est ce que nous, on appelle une investment heatmap. Donc, en gros, c'est comme une sorte de petite liste de points et de dimensions importantes qui permettent, en fait, à un fonds de, voir comment il comprend l'opportunité qui lui est proposée, à savoir le dossier que vous pouvez lui présenter, et ensuite, de voir si c'est une bonne opportunité d'investissement. Donc, c'est ce qu'on appelle généralement un business plan, c'est-à-dire voilà, une présentation de l'entreprise, de son projet, de son marché et du reste, pour montrer que c'est une opportunité d'investissement intéressante et une bonne opportunité de collaboration. Donc, vous pouvez voir ici que généralement, quand un fonds va regarder un business plan, il y a un peu 5 grandes dimensions. Donc, évidemment, ce tableau n'est pas exhaustif, mais il y a 5 grandes dimensions en fait qui seront regardées par l'investisseur. Donc ici, vous pouvez voir que c'est relativement simple. Donc c'est déjà quel est le marché? Donc voir le marché, la macro, la concurrence et voir un peu les dynamiques, on va dire, d'ordre général. Ensuite, la performance financière et l'historique financier de l'entreprise en elle-même. Ensuite, troisième point, et qui est très très important pour une institution telle que DFC, c'est le côté développement, impact, objectif de développement du millénaire et responsabilité sociétale des entreprises qui est porté par le projet, donc qui se divise en plusieurs aspects que vous pouvez voir ici, tels que la création d'emplois, les contributions fiscales, l'implication des femmes dans le leadership, etc. Après, d'autres facteurs commerciaux qui permettent de voir un peu la société, comment est-ce qu'elle est constituée, comment est-ce qu'elle tourne, et si ça correspond un peu à ce qui peut rassurer un investisseur. Et après, en dernier point, la caractéristique de la levée, parce qu'il s'agit aussi également d'être très clair dans l'opportunité d'investissement, de quoi il s'agit exactement, combien est-ce qu'on veut, pourquoi est-ce qu'on le veut, et si il est possible de faire une due diligence, un terme sur lequel je reviendrai plus tard. Donc, cette grille-là, que nous partagerons bien sûr aux différents membres de l'audience, n'est pas exhaustive, et bien sûr, les points qui sont ici sont des points un peu, on va dire, les points de base. Donc évidemment, après, c'est toujours plus compliqué que ça. Et un point qu'on observe souvent en fait dans les dossiers et qui un peu peut bloquer l'accès et la discussion constructive avec les institutions, c'est que les informations sont restituées histoire d'être restituées, mais ne sont pas vraiment analysées et exploitées pour expliquer véritablement le potentiel d'une opportunité. Parce que quand un fonds regarde un projet, la première chose qu'il va essayer de comprendre déjà, c'est est-ce que l'information qui est là est claire, est vérifiable, et est-ce qu'elle fait sens compte tenu du projet. Donc le but, par exemple, ici, si on regarde une case telle que la première, où on parle de décrire le marché, la capacité du marché, les connaissances disponibles et les parts de marché des différents acteurs, il ne s'agit pas juste de restituer ça pour le restituer, mais de bien montrer qu'en fait, le marché est constitué de sorte à ce qu'on puisse ensuite gagner plus de parts dedans, ou bien qu'il y ait un type d'acteur en fait qui peut être remplacé par le projet qui est proposé, et ainsi de suite. Et donc, c'est cette réflexion en fait multidimensionnelle
qui va faire qu'un fonds va être plus ou moins à l'aise et pourra aller regarder vraiment un dossier de façon très sérieuse. Donc, je parlais tout à l'heure du terme de due diligence qui consiste tout simplement pour un fonds à vérifier en fait si l'opportunité est bonne. Donc, c'est d'abord vérifier si l'information est vraie, ensuite vérifier si le plan est bien pensé. Et donc, le type de questions qu'un fonds va se poser, et je pense que c'est très important pour une entreprise de le comprendre, pour pouvoir déjà monter des dossiers et pouvoir aller voir des fonds tels que DFC avec une proposition qui est claire et qui est constructive. C'est des questions qui sont toujours un peu transverses et qui ne vont pas être sur un seul des carrés ici, mais qui vont lier en fait plusieurs carrés les uns aux autres pour montrer que c'est une bonne opportunité d'investissement. Donc, par exemple, si on parle aujourd'hui d'un marché et qu'on parle de ce cadre-là, une question typique qu'un fonds pourrait se poser, c'est que est-ce que l'équipe qui est en place est effectivement capable de capturer des parts de marché si c'est un nouveau projet? Donc là, ça va être de voir dans la première colonne, par exemple, comment est-ce que le marché est structuré, dans quel cycle il est exactement. Ensuite, de lier ça à la case qui est juste à côté, en bas, dans la colonne performance financière, avec la structure de coûts et comment est-ce qu'elle est organisée. Et ensuite, de lier ça avec la case qui est dans autres facteurs commerciaux qui correspond à la gestion et où on va essayer de déterminer un peu quels sont les profils de l'équipe de gestion, quel est le style de management. Parce que l'idée, c'est de voir non pas seulement si le marché il existe, ou de voir si l'équipe a 20 ans d'expérience, mais de voir si l'expérience de l'équipe est cohérente avec le type de changement qu'on va apporter à l'entreprise par ce projet qui demande à être financé pour capturer ces parts de marché et générer de la croissance pour l'entreprise. Donc après, derrière, on essaiera de voir la viabilité, évidemment, et de voir maintenant quel est l'impact que ça a. Parce que l'idée, c'est pas non plus de faire uniquement des projets qui sont rentables, mais de faire surtout des projets en fait qui permettent de développer le pays et qui s'appuient notamment sur les axes qui ont déjà été expliqués par M. Adou Touré, comme par exemple l'implication des femmes, l'émancipation économique, comment dire, l'accès aux services financiers et tout type de création d'emplois, dépenses fiscales et de type d'items en fait qui permettent en fait à un pays véritablement de se développer. Donc, un autre aspect qu'on peut avoir comme type de question, par exemple, souvent, ça peut être des choses qui sont liées à un point clé, par exemple, qui est le taux de change. Donc, le taux de change, c'est évidemment, ça impacte les coûts, ça impacte la dette, ça impacte les ventes, mais ça impacte aussi la performance que le fonds peut avoir quand il regarde le business et qu'il décide d'y investir. Et donc, par exemple, dans le cas où le taux de change serait très important dans les coûts, mais que les revenus seraient en monnaie locale, pour un fonds qui investit en dollars tel que DFC, ça peut poser certains problèmes. Donc le tout, c'est de voir est-ce que l'équipe en est consciente et est-ce que déjà dans son business plan, elle montre comment est-ce que le business est structuré pour prendre ça en compte. Donc c'est tout autant de facteurs qui peuvent être soit bloquants, soit attractifs, qu'il faut analyser, mettre en valeur et vraiment mettre dans un business plan pour constituer ce qu'on appellerait un bon business plan. Parce qu'une fois encore, le but étant de montrer vraiment le marché, l'entreprise, sa performance dans le marché, la performance de son projet futur, mais de le faire en vertu des impératifs d'impact et de rendement qui sont proposés par le fonds que vous avez en face de vous. Donc, une fois que le fonds, après, analyse ces différents points d'information, donc je vais peut-être en revenir sur certains qui sont ici. Donc, par exemple, est-ce que le projet va générer de la trésorerie? Est-ce qu'il y a des risques cachés dans le business, tels que, par exemple, ce qu'on appelle un risque de signe noir? Donc, c'est des risques qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, mais qui, pourtant, sont relativement ignorés. Donc, par exemple, le fait qu'un business de commerce, par exemple, pourrait trop dépendre du Nigeria et d'un coup, boum, on ferme la frontière. Après, d'autres informations un peu plus techniques, comme par exemple, quel est le périmètre exactement de la levée, qu'est-ce qu'il va toucher, quel type de recrutement peut-être qu'on va mettre en place, est-ce que c'est une entreprise qui est capable de former vraiment les gens, est-ce qu'il y a des risques d'hommes clés, etc., etc. Donc, ici, vous pouvez voir une grille qui a été un peu colorée pour montrer un peu la façon dont le fonds va réfléchir. C'est-à-dire que en ayant pris le business plan dans lequel il devrait logiquement trouver toutes les informations qui sont listées ici et d'autres informations complémentaires qui permettent de voir si le dossier est bon, le fonds ensuite commence un peu, on va dire, entre guillemets, à noter. Après, je répète bien, il ne s'agit pas de dire que c'est forcément la seule checklist que tous les fonds utilisent ou que c'est nécessairement comme ça que ça marche, parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'appel d'offres. Il s'agit d'une sorte de cadre, en fait, de réflexion qui permet à un fonds d'organiser ses idées par rapport aux points importants qui lui permettent de savoir si un dossier est attractif ou répulsif et de voir du coup s'il va allouer ou pas le financement. Donc, par exemple, si on prend le cas d'une table qui a été colorée de cette façon-là, vous voyez qu'ici, il y a une sorte de code couleur. Donc, en vert, ça signifie que quand on a regardé les informations qui sont liées à ce qui est écrit ici, les informations étaient plutôt positives et rendaient l'opportunité attractive. En gris, quand c'était plutôt neutre, et en rouge, quand c'était un peu répulsif.
Et donc là, par exemple, quand on regarde cette table-là, on se rend compte que voilà, pour la plupart des objets d'information qu'on espère trouver dans le business plan, la plupart des choses sont vertes. Et donc, effectivement, ça veut dire que les indicateurs sont intéressants, que le business est relativement bien monté. Après, malgré le fait qu'il y ait quelques aspects qui soient plus ou moins neutres ou un aspect qui est plutôt répulsif, celui du risque de signe noir, par exemple, pour le business qu'on aurait pu organiser, ça n'empêcherait pas le fonds, par exemple, dans une situation comme ça, de regarder ça et de dire, OK, c'est une situation pour laquelle on a de l'intérêt. Maintenant, après, c'est dans le cadre de la due diligence pour voir comment est-ce qu'on peut développer des outils ou bien des structures ou bien mettre en place un certain type de management ou bien amender le projet de sorte à ce qu'on puisse réduire en fait ces risques qui réduisent l'attractivité de ce dossier. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un aspect spécifique qui fera qu'on va prendre le dossier, mais chaque aspect spécifique, par contre, pourrait faire que le dossier n'est pas pris. Donc, par exemple, si tout est au vert, mais qu'il y a quelque chose d'aussi important que la rentabilité, ou bien que toute la colonne impact est rouge, par exemple, le fonds peut refuser le dossier et ne pas être intéressé par l'opportunité, malgré le fait que le dossier a un mérite intrinsèque. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre ce qu'on met dans son business plan et ce qu'on vend dans son business plan. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il est important de bien comprendre un peu comment un fonds réfléchit, pour être capable de lier les différents items qu'on met dans son business plan, de sorte à ce que ça réponde un peu sans discussion aux questions naturelles qu'un fonds pourrait se poser. Donc voilà. Je pense que pour ma présentation, c'est suffisant et je serai heureux de répondre à vos questions dans la suite de cette session. Merci, Monsieur Irvine Tchétchéim-Nibo. Je rappelle aux chefs d'entreprise que nous venons de suivre la présentation du cabinet CND Advisory. À présent, nous allons passer à la séance des questions. Chers opérateurs économiques qui ont des préoccupations. Ok. Monsieur Agossou a levé la main. Monsieur Clovis Agossou, merci d'activer votre micro et de vous présenter. D'accord. On m'appelle Clovis Agossou. J'espère que monsieur Abou m'entend. Parfaitement. D'accord. Je suis monsieur Clovis Agossou. Je suis opérateur économique béninois. Actuellement, je séjourne à Paris. Je suis le trésorier adjoint du bureau exécutif du patronat béninois. Moi, j'ai compris tellement ce que vous avez expliqué, mais je vais aller directement au but. C'est-à-dire, je ne veux pas faire des commentaires sur ce que vous avez dit. Je comprends que les Américains sont rentrés comme toutes les autres structures pour financer le développement de l'Afrique francophone, si je veux faire un résumé. Donc, je voudrais savoir quel est le taux qu'applique votre fonds, l'institution. Quel est le taux? Quelle est la durée minimum et maximum de paiement? J'aimerais savoir. Merci beaucoup. J'aimerais savoir. Je n'ai pas fini. J'aimerais savoir quel est le délai de décaissement. Parce que dans votre intervention, j'ai vu que vous avez déjà dit les domaines. Il y a l'infrastructure, il y a l'énergie. Actuellement, nous sommes porteurs d'un gros projet de l'énergie, dans le domaine de l'énergie, qui est quoi? Qui est la fabrication, la commercialisation des câbles électriques au Bénin pour l'espace UOMOA. Projet pour lequel nous avons déjà tout ce qu'il faut. On est à l'état de levée de fonds. Si aujourd'hui on introduit ce projet chez vous, quelle est la prochaine étape? Quelle sera la prochaine étape? Voilà à peu près les questions que j'ai par rapport à vous pour le moment. Merci. Merci beaucoup, M. Clovis, pour cette intervention et pour vos questions. Donc, pour répondre à la première question en ce qui concerne le taux d'intérêt, vous savez comme moi que en fait c'est variable. Le taux c'est le prix de l'argent et c'est aussi la rémunération pour le risque. Donc, il faut tenir compte de chaque projet va avoir
un taux d'intérêt différent parce que chaque projet va avoir un niveau de risque différent, mais aussi, en ce qui nous concerne, un niveau d'impact développemental différent. Donc, pour des projets, comme le disait tout à l'heure Irwin, qui ont un fort contenu développemental, nous sommes souvent prêts à faire un effort sur le taux d'intérêt pour justement soutenir la bancabilité du projet. Alors qu'il y a des projets, notamment dans les infrastructures, qui sont des projets tout à fait bancables au taux d'intérêt du marché et là où notre additionnalité est peut-être sur la maturité qu'on peut amener, là, on va être plus proche des taux du marché. Mais de façon générale, dans l'univers des DFI, DFC est considéré comme très compétitif. Notre formule de détermination du taux est basée sur, disons, 3 éléments. Le premier, c'est le taux auquel s'endette l'État américain, qui est notre unique actionnaire. Actuellement, ce taux oscille entre 50 points de base, donc 0,5% et 0,6%. Je parle du taux à 10 ans, plus 2 primes de risque. Donc, il y a le risque spécifique au projet et il y a le risque spécifique au pays où se trouve le projet. Donc, ce sont ces 3 éléments, ainsi que le package de garantie que le promoteur propose, que les promoteurs proposent, qui vont déterminer le taux de sortie. En ce qui concerne les délais de décaissement, là encore, ça varie beaucoup parce que pour un projet très bien ficelé où l'ensemble des fonds qui ne doivent pas provenir de DFC sont déjà sécurisés, nous, on peut avancer très vite. Mais si c'est un projet où il y a encore énormément de travail à faire et un business plan à affiner, un modèle financier à faire, des financements à obtenir par ailleurs, naturellement, le projet va prendre du temps. En tout cas, ce que nous disons à nos clients potentiels, c'est que notre délai, en tout cas d'approbation du dossier de demande de financement est d'environ 1 an à compter de la demande formelle. Ce qui m'amène un peu à parler de notre process. Une fois qu'on entre en discussion avec un emprunteur ou un client potentiel, nous faisons un pré-screening en interne pour déterminer si nous voulons avancer sur le projet. Une fois qu'on a décidé d'avancer sur le projet, nous allons demander aux clients potentiels de remplir un dossier en ligne. Ça se fait très vite, ça se fait en 2-3 heures. Une fois que ce dossier est soumis, c'est à partir de là que la montre commence à tourner pour nous. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit il y a 1 an de travail à faire pour arriver à la signature de la convention de prêt ou de la convention d'achat de parts. Pourquoi 1 an? Historiquement, c'est empirique. Hein. Quand on regarde combien de temps ça met en général, c'est ça. C'est à peu près 1 an. Et l'avantage de prendre ces 12 mois, c'est pas seulement de dire que DFC va mieux comprendre le risque, mais c'est aussi de mieux connaître le promoteur. Quand on s'engage avec une entreprise pendant 5 à 10 ans, c'est presque un mariage. Donc, il faut bien savoir ce dans quoi on se met. Et c'est également vrai pour l'entrepreneur. Peut-être qu'au bout du compte, il se rend compte que DFC est une solution parmi d'autres et que notre option n'est peut-être pas celle qui leur convient le plus. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc, il faut vraiment voir ça comme un délai incompressible qui est nécessaire pour bien se connaître et que pour nous, on s'approprie bien le dossier. Je ne sais pas si vous aviez une 3e question ou si j'ai répondu aux interrogations que vous avez. La durée de remboursement possible, mais tout en disant que, oui, la durée de remboursement possible. Ouais.
D'accord. Donc ça, je pense l'avoir mentionné. Nous, on peut aller en général jusqu'à, allez, disons, 7, 9 ans, y compris le délai de grâce. Y compris le délai de grâce. Jusqu'à 2 ans. Combien? 10 ans. Non, non, 2. Je n'ai pas compris. Vous avez dit 7 à 10 ans ou bien 7 mois à 2 ans? Alors, on peut aller jusqu'à 9, 10 ans de durée totale, y compris un délai de grâce de 2 ans. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Merci, Monsieur Adjou. Et on a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Monsieur Jean-Claude Soda-Tonou. Mais avant, je vais demander à Monsieur Irwin de bien vouloir départager son écran. Monsieur Jean-Claude, vous avez la parole. Oui, bonjour, Jean-Claude Soda-Tonou, je suis le fondateur du groupe Études et Actions qui est basé à Abidjan. Nous intervenons dans la sous-région auprès des entreprises et des organisations étatiques aussi pour les accompagner dans leur processus de levée de fonds, tant au niveau du haut du bilan que du bas de bilan. Ma question, en fait, n'est pas une question, je souhaiterais plutôt avoir quelques compléments d'informations auprès de DFC en ce qui concerne leur intervention en equity. Notamment, quelle est généralement leur motivation pour prendre part au capital d'une entreprise? Est-ce que c'est pour y demeurer très longtemps ou les sorties sont généralement sur quel horizon? Ensuite, le taux de rendement requis pour vos investissements en tant qu'investisseur, justement, quand vous rentrez dans le capital d'une société. Merci. Merci à vous. Donc, comme je le disais en introduction, notre équipe, notre produit equity est vraiment à son état embryonnaire. Donc, à ce jour, nous n'avons pas encore réalisé de sortie. Donc, je vais un peu vous présenter notre philosophie en termes d'investissement en equity. Aujourd'hui, il y a sur le continent, dans les marchés en voie de développement, beaucoup d'entreprises du domaine des nouvelles technologies qui sont en train de venir et de résoudre des problèmes, des challenges importants pour nos sociétés. Donc, nous voyons qu'en termes d'equity, qui est en fait l'instrument le plus risqué dans la structure de capital, c'est là-bas qu'on doit être en tant qu'agence de développement. C'est-à-dire, nous allons accompagner les entreprises qui ont des business models innovateurs, mais qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà pu attirer d'autres investisseurs institutionnels, DFI ou autres, et qui aujourd'hui sont dans une phase de croissance où ils peuvent passer multiplier leur taille par 5, 10, etc. Donc, c'est ce genre d'opportunité-là qu'on cherche. Cela ne veut pas dire que le mandat de DFC en ce qui concerne l'equity sera comme ça éternellement. Mais en tout cas, pour la première phase, c'est ce genre d'opportunité qu'on veut pouvoir explorer. Donc, penser paiement mobile, services d'aide à la mobilité, banque mobile, etc. Tout ce qui est fintech et autres. Maintenant, en termes de durée, nous n'avons pas d'horizon temporel fixe comme un fonds qui a une structure LP, GP classique où on collecte des fonds pour 10 ans et il faut absolument sortir pour pouvoir rendre l'argent aux investisseurs. Nous avons un bilan, donc nous pouvons investir et réinvestir jusqu'à ce que l'entreprise réalise la thèse d'investissement sur la base de laquelle nous investissons. Mais il faut qu'on puisse sortir également. Et bon, cette sortie-là, elle se fera par les modalités
que vous savez déjà. Donc, soit on a un put sur les promoteurs ou sur d'autres actionnaires, soit il y a un événement de liquidité autre qui va nous permettre de réaliser notre investissement, une cession à un stratégique, la cession à un fonds, pourquoi pas une introduction en bourse. Jumia l'a fait, donc peut-être qu'il y en aura d'autres. Vos souhaits sont plutôt en participation majoritaire ou minoritaire ou en participation donnant le contrôle? Nous avons vocation à rester minoritaires. D'ailleurs, dans l'idéal, nous voulons être des suiveurs. C'est ce que je disais tantôt. S'il y a des institutionnels ou des stratégiques qui connaissent très bien le secteur, qui ont déjà voulu soutenir cette boîte dans un Series A ou un Series B, nous, on peut venir en Series C, par exemple, et dire, bon, sur un round de 100 millions de dollars, nous, on va peut-être en mettre 25. Donc, c'est un peu ça notre philosophie. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être chef de file mais en tout cas, actuellement, c'est comme ça qu'on voit plus notre approche. En tout cas, en equity. Et vos taux de rendement requis pour les investisseurs, c'est combien à peu près? C'est un spectre. Donc, sur un projet extrêmement développemental, si on réalise un multiple de 2 fois notre argent sur 7-10 ans, c'est très bien. Mais sur un projet moins développemental, si on réalise 3 fois notre investissement, c'est très bien aussi. Donc, nous, on n'a pas de hurdle en tant que tel parce qu'on n'a pas de... Notre mandat, en fait, c'est plus la préservation du capital. Ce n'est pas de justifier l'épargne du contribuable américain. D'accord. Très bien. Je vous remercie pour ces compléments d'information. Pour rebondir un peu sur cette question et parler un peu du type de transaction qu'on recherche aujourd'hui. Nous aimons beaucoup les projets d'expansion, c'est-à-dire une entreprise qui est déjà établie et qui aujourd'hui est un tournant et a besoin de capitaux, peut-être d'accès à des compétences, des technologies américaines ou autres pour accompagner son développement. Parce que sur ces sujets-là, le risque est moins important pour nous et on peut accompagner plus facilement ce genre de projet. Maintenant, si c'est du greenfield, c'est-à-dire des projets qui partent de zéro, un entrepreneur ou une entreprise qui se lance pour la première fois dans une activité, il y a 2 choses qui vont être très importantes pour nous. La première chose, ça va être de voir l'expérience collective de l'équipe d'entrepreneurs dans le secteur en question. La deuxième chose, ça va être de voir une contribution financière de leur part, si elle n'est pas en numéraire, au moins en nature, mais assez significative. Donc, on parle de 30 à 40% du coût total du projet. Maintenant, le type de projet qu'on essaie d'éviter, ce sont les acquisitions, c'est-à-dire des situations dans lesquelles les capitaux apportés par DFC vont servir à désintéresser des actionnaires existants. De dire on va acheter une banque, DFC, prêtez-nous de l'argent pour qu'on puisse payer les actionnaires existants. Pour nous, ce sont des transactions poche droite, poche gauche qui ne créent pas vraiment d'impact.
même s'il s'agit d'une acquisition, il serait bien qu'il y ait dans le dossier du capital expansion également. Et nous, on va pouvoir financer cette partie-là ou financer cette partie-là et la partie acquisition s'il se trouve que la composante expansion est dominante. Voilà. Et c'est la même chose pour le BFR. On ne peut pas financer uniquement le BFR. Vous parliez tantôt de bas de bilan. Donc, un dossier où on ne nous demande que du BFR ne va pas nous intéresser parce que c'est du financement à court terme. Les banques locales sont assez bien outillées pour le faire. Nous, on a plus vocation à boucher les trous existants dans le marché. Merci, Monsieur Azou, pour ces éléments de réponse. Monsieur GOM Associate a levé la main. Nous vous laissons la parole. Oui, en fait, je voulais aussi vous demander si vous octroyez des subventions pour les entreprises que vous accompagnez, soit pour financer des programmes de formation ou des programmes de mise à niveau ou des programmes de développement en matière de recherche et développement, par exemple. Très bonne question et la réponse est oui. Nous avons des budgets d'assistance technique, soit directement au niveau du DFC, soit à travers l'USAID, qui est notre partenaire privilégié sur certaines transactions. En fait, il y a des projets sur lesquels l'entreprise qu'on accompagne permet à l'USAID d'atteindre certains de ses objectifs de développement pour le pays en question. Donc, nous pouvons travailler avec l'USAID dans ces situations-là pour obtenir des budgets d'assistance technique, etc., des services de conseil ou autres. D'accord. Ben, écoutez, pour finir, je vais juste vous faire une recommandation parce que ça fait plus de 22 ans que j'accompagne les entreprises dans la sous-région. Et la plus grande difficulté au niveau du financement des entreprises se retrouve toujours au niveau de BFR. Une fois que le CAPEX est absorbé, les entreprises ont souvent du mal à démarrer à cause du BFR. Donc, je vous recommande d'identifier des produits ou des moyens par lesquels vous pouvez développer un accompagnement parallèle sur ces volets-là, notamment pour les entreprises que vous financez. Oui, merci beaucoup pour ce point. Effectivement, il est très important et on s'en rend compte, notamment lorsqu'on sait que beaucoup de nos pays, enfin de nos entreprises, peut-être en dehors du secteur agricole et même dans le secteur agricole et l'agribusiness, importent encore beaucoup d'input. Et dans ces contrats-là, il est très rare de pouvoir bénéficier de facilités de paiement auprès de fournisseurs qui sont à l'autre bout du monde. Donc, effectivement, la croissance est assez gourmande en capitaux chez nous. Et juste pour clarifier un point que j'ai peut-être mal expliqué, nous pouvons financer le BFR. Par exemple, aujourd'hui, l'entreprise qui est dans l'agroalimentaire et qui veut installer une deuxième unité pour faire des pâtes alimentaires à base de riz ou de sorgho, je dis n'importe quoi. Si les équipements font 1 ou 2 milliards, nous, on peut apporter une ligne de BFR à hauteur de 200, 300 millions parce qu'on voit ça comme faisant partie du package du projet de l'expansion. Par contre, ce qu'on ne pourra pas faire, c'est que si cette entreprise en question va financer ces équipements et vient ensuite nous voir pour 200, 300 millions de BFR, ça, on ne peut pas le faire. D'accord.
En fait, ça fait partie ça doit faire partie du plan de financement global. Je comprends bien. Merci. Merci à vous, Monsieur Sadato. Merci, monsieur. Une dernière question. Oui. Si vous permettez une toute dernière question, est-ce que vous financez des dettes titrisées, par exemple? C'est-à-dire du rachat de dette, du refinancement? Oui. Là encore, on peut le faire, mais ça ne peut pas être que ça. Parce que c'est exactement la même chose que les acquisitions. Il n'y a pas vraiment d'investissement nouveau, c'est juste du capital remplacement. Tout à fait. Donc, il faut que ce soit dans le cadre d'un projet plus large et que ce ne soit pas l'élément dominant dans le dossier. Dans le dossier, d'accord. Bon, parfait. J'espère vraiment pas. Juste en termes de message, pour terminer, je ne sais pas si on a un peu plus de temps, il ne faut vraiment pas voir toutes ces indications comme des contraintes. Il faut plus se dire, quand un dossier est intéressant, il faut toujours nous l'envoyer. Nous avons une politique porte ouverte. À la fin de la séance, mon adresse email sera à votre disposition. Si vous avez des dossiers, n'hésitez pas à nous les envoyer et enfin, on trouvera les moyens de structurer le projet d'une manière qui peut être bancable pour nous. Je ne veux pas que les uns et les autres s'auto-censurent juste sur la base de ce qu'on s'est dit ce matin. D'accord. J'espère que les chefs d'entreprise ont bien retenu ça. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants en ligne? Monsieur Yving, souhaiterez-vous faire des compléments d'information? Non, je pense que tout a été très clair. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, un vrai point, je pense, c'est que souvent il y a un peu cette, et je pense que c'est un point que M. Touré a bien relevé, il y a un peu cette peur d'aller vers ce genre de fonds parce que très souvent les solutions sont soit trop grosses, pas adaptées, etc., etc. Nous, d'expérience, de ce qu'on a vu, il est vrai qu'il y a des creusets qui sont un peu classiques, mais on constate aussi qu'il y a énormément de dossiers en fait qui pourraient être poussés à aller très loin, à être financés et au final être exécutés. Le tout maintenant, c'est d'être sûr que la discussion se fait de façon fluide et constructive. Donc, je pense que un truc assez intéressant qui a été dit aujourd'hui, c'est notamment au niveau de la durée maximum de remboursement et notamment au vu de la flexibilité du DFC, parce que c'est une institution qui est un peu nouvelle, même si c'est le renouvellement de ce qui était déjà existant. C'est une opportunité à saisir pour les entrepreneurs béninois. Et donc, ce serait une bonne chose que les chefs d'entreprise de la place puissent mettre en place leurs projets de façon professionnelle et carrée, histoire de pouvoir interagir avec ce type de fonds. Merci, monsieur Yving, pour ce complément. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Monsieur Madidi? Il y a monsieur Clovis qui a levé la main là. Je ne sais pas si c'est une erreur de sa part, mais son micro... C'est pas une erreur, c'est pas une erreur. D'accord. Ok. Monsieur Clovis souhaite intervenir encore une fois. On va lui laisser la parole. Oui, merci beaucoup. J'avais des préoccupations pour monsieur Yvin, notre béninois, par rapport à son travail. Est-ce qu'on peut, par rapport à son intervention, je voulais savoir, quel est le prix de son travail pour un projet, pour faire un nouveau business plan avec un entrepreneur, chef d'entreprise qui a un projet et vous voulez faire un business plan en restant dans l'esprit
ceux qui, des fonds pour un nouveau projet ou pour un projet, deuxième question, pour un projet à actualiser, c'est-à-dire un projet dont on a déjà fait le business plan, ça fait déjà 5 ans, on veut réactualiser. Quels sont vos tarifs sur ces plans? Ça, c'est pour M. Iwin. Je reviens sur M. Abou Touré. Je ne sais pas s'il m'entend. M. Touré est là? Oui, je suis là. Je n'ai pas très bien entendu votre question. Je veux vous poser maintenant la question. La question, celle que j'avais posée tout à l'heure, c'est pour M. Iwin. Je vais vous poser une question pour savoir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, oui, un projet un projet de 50 millions de dollars, est-ce que vous pouvez financer? Un projet de 50 millions de dollars. Oui, sur le Bénin. Oui, en fait, on est loin. Nous avons des limites pays en termes de volume d'investissement, mais c'est des limites auto-imposées. Aujourd'hui, au Bénin, je vais regarder pour confirmer, mais je ne pense pas qu'on ait d'exposition directe au Bénin. Donc, nous avons la capacité sur le Bénin. Alors, un projet de 50 millions, cela s'entend qu'il y a d'autres investisseurs, notamment sur la partie fonds propres. Donc, Oui. si c'est un projet de 50 millions, on ne pourra pas faire tout le projet. Peut-être que non, vous n'avez pas fait tout. Si on se dit qu'il y a 30... Il y a les 30-40% sur fonds propres que nous avons, ouais. Oui, voilà, sur un projet de 50 millions, si notre exposition à la fin, c'est 15-20 millions, oui, on peut regarder. Mais sur un projet de 50 millions, on ne va pas être les seuls à amener les 50 millions. D'accord. D'accord. Bon, vous avez déjà dit, et la deuxième question, c'était pour avoir pour rentrer directement, vous avez déjà dit, vous allez mettre à la disposition vos contacts. Donc voilà, c'était ma deuxième préoccupation. Oui, je vais laisser le soin à l'équipe de la Chambre de commerce de partager mon compte avec vous. D'accord. J'écoute maintenant M. Iwin. D'accord. Alors, bonjour et merci pour votre question. Alors, concernant les tarifs, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait qu'on discute et qu'on échange. Mais de manière générale, la façon dont il faut le voir, c'est qu'on est relativement comment dire, accessible. Parce que l'idée aussi, c'était de localiser le cabinet au Bénin pour non seulement être sur le terrain avec les entrepreneurs. Et moi-même, étant béninois, je sais ce que c'est d'être entrepreneur au Bénin. Et donc, d'avoir des discussions qui sont vraiment, on va dire, d'homme à homme ou d'homme à femme, entre guillemets. Et de s'adapter en fonction de la situation, de l'existant, de la taille du projet, de voir comment est-ce qu'il est structuré. Ça dépend aussi du niveau de travail qu'il va falloir remettre dessus. Donc, tous ces aspects-là permettent de voir exactement comment est-ce que ça peut être pricé. Mais en tout cas, nous, on est ouvert et on essaie toujours de s'adapter un peu aux conditions du terrain, histoire de faire en sorte que les entreprises béninoises puissent bénéficier de notre expertise et des opportunités qui sont ouvertes par les différents fonds prêts à financer. Je n'ai pas entendu un montant. Hein. Je n'ai pas entendu un montant. Hein. Il nous faut un montant. Hein. Oui, c'est très difficile de donner un montant comme ça sans avoir vraiment vu le projet, de voir exactement de quoi il en retourne et le type de travail exactement. Donc, je pense que ce qu'on peut faire, c'est que nous, nos coordonnées seront à la CCIB et ça permettra après d'avoir une discussion ultérieure où on pourra échanger et voir exactement comment est-ce que ça peut être fait et combien ça peut coûter. Parce que je pose cette question devant tout le monde parce que vu l'expérience que nous on a aujourd'hui, par où on est passé, vous êtes à la recherche de l'argent, mais c'est ceux qui veulent vous aider à faire le business plan, qui peuvent vous aider à lever le fonds, c'est eux qui vous prennent tous les sous que vous avez, tous les sous-fonds propres que vous avez, c'est eux qui bouffent tout. Et à la fin, quand l'institution de lever des fonds vous dit, mais où est-ce que vous avez, vous retrouvez que le cabinet qui vous accompagnait pour faire le business plan, pour lever le fonds, c'est lui qui a bouffé dedans, qui a bouffé beaucoup plus. Donc c'est pour ça que je voulais
est-ce que ce soit cadré pour qu'on sache déjà où on va? C'est tout ça. Non, je comprends tout à fait. Et il faut encore. Notre point de vue, c'est d'amener, on va dire, entre guillemets, une nouvelle expérience. Et l'idée, c'est pas de nous sucrer sur le dos du client, parce que la façon dont nous, on voit les choses, c'est que le plus intéressant, en fait, avec un client, c'est quand la levée de fonds, elle est finie, de le voir se développer. Parce que là, après, il aura vu à quoi on sert concrètement. Il aura vu les résultats qu'on ramène concrètement. Et à partir de ça, là, on pourra se rémunérer correctement. Mais l'idée, c'est pas de les saigner avant même que le projet soit sur place, parce que ça n'a aucun sens. Donc, nous, on n'est pas là pour demander des millions, des dizaines de millions par mois pour la moindre petite tâche et faire des factures à leur prêt. L'idée, c'est vraiment de voir le projet dans son ensemble, de voir, OK, si c'est un projet d'investissement sur 5 ans, 7 ans, déjà, pour le structurer correctement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? 2, par rapport au type de projet que c'est, quelles sont vraiment les choses que le fonds va vouloir regarder, donc quels sont les aspects sur lesquels il faut qu'on travaille, voir ensuite après quel type de travail ça va véritablement demander et pas juste ressortir un modèle, un template et puis copier-coller les choses bêtement. Et une fois que tout ça c'est fait, là de voir, OK, bon, ça va représenter après tel niveau de travail. On voit aussi que telle boîte, elle est dans cette situation-là. Donc, généralement aussi, une chose qu'on sait très bien, c'est que les gens viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, c'est pas le moment, en fait, d'essayer de les saigner. C'est plutôt le moment d'essayer de trouver des solutions pour eux et de juste faire en sorte que chacun y trouve son compte pour qu'à la fin, après, que ce soit avec nous ou bien sans nous, l'entreprise puisse aller lever ses fonds. Et là, après, tout le monde sera content, quoi. Donc, on a vraiment une approche où on essaie de s'ajuster aux situations. Parce qu'une fois encore, le but, ce n'est pas de venir en costume et de jeter des cartes de visite pour exiger des frais exorbitants aux entrepreneurs béninois. Le but, c'est plutôt de s'asseoir ensemble, de voir ce qui ne va pas, de voir ce qui peut être réglé, de voir ce que nous, on peut réalistement régler, et ensuite, après, de faire quelque chose qui puisse marcher et pour l'entreprise et pour nous. Donc, comme je sais que Arnaud, il faut me grandir, et comme le musique, donc c'est pourquoi je ne veux plus. Je pose cette problématique devant tout le monde. Monsieur Clovis, merci beaucoup pour votre intervention. Je crois que les adresses seront disponibles à notre niveau. Vous allez continuer les échanges. Monsieur Irving, merci pour votre intervention. Et s'il n'y a plus d'autres intervenants en ligne, nous allons demander aux animateurs de nous donner leur mot de fin. Je vais d'abord passer la parole à Monsieur Adou Touré pour nous dire son mot de fin. Monsieur Adou Touré. Oui, je suis là. J'attendais de voir s'il y aurait d'autres questions. S'il y aura d'autres questions. Je vois que c'est un débat très, très intéressant. Et on va... Merci beaucoup à vous pour la plateforme, pour l'animation, ainsi qu'au cabinet Sénandé d'avoir bien voulu nous exposer certaines de leurs compétences et de leurs services. Et surtout, merci au secteur privé béninois qui a bien voulu prendre son temps pour assister à cette séance aujourd'hui. Nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des projets qu'on peut regarder ensemble. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, la DFC a vraiment l'intention de se renforcer en Afrique francophone et on ne peut pas y arriver sans vous. Donc, merci d'avance pour toutes vos questions et les bons conseils que vous allez nous apporter. Merci, Monsieur Adou Touré. Monsieur Irvine, vous avez la parole pour votre mot de fin. Merci beaucoup. Donc, un mot de fin très bref. Je tenais à remercier également l'Assemblée, l'équipe de la CCIB et DFC pour l'opportunité de communication et d'échange à propos de ce sujet ô combien difficile du financement des entreprises.
Donc, bon, après, au-delà de tout le marketing que nous, on peut faire aussi pour montrer nos prestations, l'important, c'est toujours d'expliquer que nous sommes dans un pays aujourd'hui qui change beaucoup, dans beaucoup de sens. Et donc, on a besoin d'un secteur privé très dynamique, qui soit prêt à tenter de nouvelles choses ou bien à tenter les choses de façon plus approfondie et sophistiquée. Donc, nous, on est là pour vous accompagner. Et après, derrière, on espère ne pas vous décevoir, parce que comme je dis souvent, le but, c'est pas de promettre du résultat, mais de promettre d'abord de l'effort. Avant de commencer à proposer des factures. Donc, pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure, je pense vraiment qu'aujourd'hui, dans le Bénin actuel qu'on a, il est très important pour le secteur privé de se structurer, de s'armer pour pouvoir faire face à la concurrence de tous ces acteurs étrangers qui essaient de venir. Parce que des institutions telles que celles qu'on a pu présenter aujourd'hui, ou les banques ou les fonds d'investissement, sont aussi là pour épauler des concurrents internationaux. Et je pense que aujourd'hui, pour le bien de notre pays, et là, on va dire, j'enlève un peu la casquette du technicien pour prendre la casquette du béninois, c'est très important que nous-mêmes, on soit à même d'exploiter ces outils au mieux pour non seulement nos propres réussites personnelles, mais aussi pour la réussite de notre pays et de sortir de la dynamique où tout est tout le temps géré ou avancé par des étrangers. Donc voilà. Donc je remercie une fois encore les membres de l'équipe, les membres de TFC et les opérateurs qui nous ont fait le plaisir de se rassembler aujourd'hui pour nous écouter. Merci, Monsieur Irvine. Merci, Monsieur Adou Touré. Merci, chers opérateurs économiques. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la CCIB. Nous remercions tous les intervenants et tous les participants au nom du président de la CCIB, Monsieur Arnaud Akapo. Je vous invite alors à prendre le rendez-vous le vendredi prochain pour un autre café numérique sur un thème encore très intéressant. Merci à chacun de vous et très bon week-end.